monde. Merci d'être présent. C'est vraiment le fun de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse au tourisme et ses impacts sur la communauté locale et l'environnement. Donc, on est fiers d'avoir Luc Renaud avec nous aujourd'hui. Cet événement, on a eu plusieurs collaborateurs qui nous ont soutenus. C'est un événement de la serre en premier, avec la coopérative Place du Marché. Puis on a eu du financement de plusieurs personnes. Dont la serre a contribué, Place du Marché, Sajo. On a eu aussi du financement de la serre, de l'AGE UCO, une association générale des étudiants. Service des étudiants de l'UCO aussi. Donc, l'ISFOR aussi nous prête leur salle gratuitement avec toute la technologie qui vient avec. On a eu aussi du financement de la Chambre d'économie écologique du Canada. Donc, merci à tout le monde. Donc, je vais vous présenter rapidement Luc, une petite biographie pour vous mettre un peu dans le contexte de la présentation. Donc, Luc a terminé ses études de doctorat en géographie à l'Université Laval. Donc, il est maintenant docteur. L'Université de Montréal, excusez-moi, il est maintenant docteur. Il s'est intéressé au processus de territorialisation, donc la prise en charge du territoire, utilisation et contrôle induit par le déploiement du tourisme. Ses recherches s'appuient sur les théories de la géographie sociale afin de mettre en évidence la production de l'espace à travers la nature inégale des relations de pouvoir entre les groupes d'acteurs. Plus précisément, il a mis en évidence la nature des dynamiques territoriales qui sont au cœur des transformations des espaces de vie et qui participent au processus d'exclusion territoriale à la base des inégalités socio-économiques lors de la mise en place d'un port de croisière au Belize. Depuis 2019, il a intégré l'équipe de recherche iGlobe CNRS, affiliée avec l'Université de l'Arizona, qui s'intéresse aux modalités selon lesquelles la gouvernance des grands espaces de l'intérieur du plateau de Guyane en Amérique du Sud s'exerce. Et plus spécifiquement, il gère le volet tourisme qui porte sur les enjeux de l'écotourisme dans le parc amazonien de Guyane française. Puis depuis les prochaines années, il est rendu un stagiaire postdoctoral qui est rattaché au groupe de recherche d'intervention tourisme, territoire et société du département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Et ses travaux vont porter sur la production d'espaces touristiques dans l'Est du Québec. Il est aussi documentaire. Donc, ce soir, on va avoir une projection d'un de ces documentaires sur le Playa Colonial. Vous êtes tous invités à venir. Donc, comment ça va fonctionner? On va avoir la présentation. Ça va durer autour de 2 heures jusqu'à 5 heures, 5h30. Et ensuite, à 5h30, on va aller au marché. Il y a un vin et bière. Bière et fromage, plutôt. Donc, le fromage, c'est payé gracieusement avec les fonds de la serre. La bière, c'est à votre discrétion. Et ensuite, à 7h30, il y a un documentaire. Oui, l'index. Donc, vous allez connaître un peu plus son profil cinéaste ce soir. Donc, on va vous garder un peu de mystère, mais il a fait plusieurs documentaires, dont un sur le tourisme tout inclus à Cuba. Donc, je vais laisser la parole à Luc. Tu avais une question? Si on quitte, c'est parce qu'on a des emprunts. Il faut aller pour le service de garde. Ah, ça va. C'est pas parce que c'est pas intéressant. Ah, ok. Bon, c'est bon, tu me rassures. On peut partir vers 4 heures aussi. J'aurais peut-être arrêté. C'est bon. OK. Bon après-midi tout le monde. Merci d'être là. On est quand même une quinzaine, presque 20. C'est super. Donc, je vais vous présenter. En fait, la présentation va se faire en deux parties. Faire un petit topo tourisme de façon générale, discuter un peu de l'objet tourisme comme objet d'étude. Évidemment, souvent, le tourisme est associé à du vacances, la détente et tout ça, mais il y a toutes sortes de processus socio-territoriaux qui sont impliqués dans la mise en place du tourisme et qui sont porteurs d'inclusion territoriale, d'inégalité, de sous-développement et des choses comme ça. Donc, on va juste regarder ça un peu. Après, ça va me permettre d'entrer dans mes recherches de doctorat que j'ai fait au Belize et que je vais vous présenter là, en presque exclusivité. C'est une de mes premières conférences depuis ma soutenance. Donc, voilà. Mais oui, je m'étais dit si ça se fait à répondre, ça laisse passer. Oui. Donc, on va parler de tourisme, on va parler de communauté, on va parler un petit peu d'environnement aussi. L'image que je présente au départ est assez parlante par rapport au tourisme transnational. C'est beaucoup David contre Goliath, c'est des grosses compagnies étrangères qui arrivent dans des régions
La région dans laquelle j'ai travaillé, c'est une petite région côtière dans le sud du Belize. Je vais vous montrer une carte tantôt où on a des villages de pêcheurs et puis qu'un jour on leur annonce, ben là, on va avoir des bateaux de 4000 passagers qui vont venir 2-3 fois par semaine, qui est nettement plus important que la population totale des alentours. Comment ces communautés-là entrent en relation avec ces compagnies-là, avec ces acteurs-là, et quel type de relation de pouvoir qui s'établissent. Donc, c'est un peu ça la thèse. Mais avant, je vous parle un peu, peut-être des choses pour certains que vous savez déjà, un peu le phénomène touristique dans les 20-30 dernières années, comment il a explosé. On est rendu dans des chiffres assez impressionnants. On est rendu à 1,4 milliard de visiteurs internationaux. Bon, le chiffre est important, il faut faire attention. En Europe, on a beaucoup, mais on sait qu'en Europe, si tu changes de France à Belgique, tu es compté comme un voyageur international. L'important, c'est que c'est calculé de la même façon chaque année, puis qu'on se rend compte qu'on a des croissances de 6, 7, 8 % par année. Et on se retrouve avec beaucoup de mobilité, beaucoup de gens qui se déplacent un peu partout. Et aussi, ben, on va en parler un petit peu tantôt, beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui explique ça? C'est surtout la question de l'hypermobilité. Et c'est un peu le défi, hein, en fait, du tourisme en ce moment. Beaucoup d'économies qui sont basées sur le développement touristique. En même temps, la mobilité augmente. Je pense à l'Europe, entre autres, avec les compagnies de low cost. On fait des vols pour 40-50 €. C'est pas comme ça encore en Amérique, mais c'est de moins en moins cher. Donc, les gens ils se permettent. Bon, j'avais une étudiante à la dernière session qui me disait que quand elle habitait à Barcelone, des fois, elle allait magasiner à Paris. Puis, elle revenait le même jour. Elle prenait le premier vol du matin à 6 h. C'était des moins chers souvent. On allait à Paris faire la soirée, il revenait un petit peu pompette, puis il prenait le dernier vol à 11 h, puis là, à 1 h du matin, 2 h du matin, il arrivait chez eux. Mais ça existe. Pour la même journée, ça existe. C'est moins fréquent, mais ça existe. Puis pour des week-ends, mais c'est comme ça. On est rendu là. Donc, j'ai donné cet exemple-là, mais regardez, dans les années 40, même jusqu'à les années 70, voyager, ça coûtait très cher, se déplacer, puis à un moment donné, ça a fait boum, l'utilisation de l'industrie aérienne, les prix ont baissé, et puis aujourd'hui, on se déplace pour presque rien, et ça permet les gens d'avoir cette mobilité-là. Tourisme, c'est aussi une question d'ubiquité. Le tourisme est partout. Je donne cet exemple-là. C'est les fameux autobus rouges qu'on voit un peu partout dans toutes les villes du monde, qui étaient d'abord des autobus de Londres, mais qui sont devenus un symbole, en fait, de l'expansion du tourisme transnational. On fait tous partie du spectacle touristique. Je disais à Anne tantôt, tu es à Québec, c'est à rue Cartier, tu prends un café au Grégoff, puis il y a un autobus rouge qui passe, tu te fais prendre en photo. Tu es un local qui fait sa vie de local. Les gens ils prennent ça en photo, ça les intéresse. Tu fais partie du spectacle touristique. Même si on ne veut pas, on est quand même impliqué là-dedans, puis on devient comme citoyen un produit touristique. Donc, on se retrouve là aujourd'hui par rapport au tourisme. Ça amène des complications. On entend parler d'Airbnb régulièrement et tout ça. Et ça amène des résistances. Une série de photos qu'on voit de plus en plus. Des choses qui apparaissent, des tourists go home, tourists stay fucking home, tourists kill my neighborhood, etc., etc. Ça commence à Québec même. Dans Saint-Jean-Baptiste, ceux qui connaissent Québec, Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, tout ça. Moi, j'habite sur Boulevard-Langelier, puis j'en vois là, des tags là, qui commencent à apparaître. Il y en a eu un dans le Vieux-Québec il y a 2 mois à peu près. Là, ça a fait une grosse commotion. On se fait qu'on n'aime pas les touristes. Pourtant, les touristes sont fins, ils viennent nous voir, ils nous aiment, ils apportent de l'argent dans l'économie, tout ça. Mais il y a d'autres problématiques qui sont reliées à touristes de haute intensité, ou ce que les Américains appellent les Anglo-Saxons le over-tourism. Donc, pourquoi? Parce qu'à la base, business important, c'est des revenus. Okay? On regarde les chiffres ici, au niveau mondial, c'est en 3e position après les produits pétrochimiques puis le pétrole. Donc, il y a beaucoup d'argent
qui est impliqué là-dedans. Donc, l'idée de ralentir, l'idée de plus développer, qu'on est dans une économie capitaliste, on est là-dedans. Puis les chiffres, comme je disais tantôt, on est à 4, 5, 6, des fois 7 d'augmentation. Et dans les derniers 20-30 ans, c'est 2008-2009 où il y a eu une courte accalmie en raison de la crise économique, mais c'est reparti, puis on a dépassé les chiffres là, rapidement. En 2012, on avait déjà dépassé les chiffres de 2017. Ça là, c'est une figure qui est produite par le UNWTO, World Tourism Organization, ceux qui font la promotion du tourisme à l'échelle internationale. Donc, le discours de l'Organisation de tourisme mondiale, OTM en français, c'est la croissance. Et pourquoi? Parce que le tourisme est important pour les... Si je vous demande d'observer cette image-là, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'on nous présente une dizaine de petites informations, mais il y en a 7-8 là-dessus, c'est que de l'économie. On met un petit peu préservation culturelle, on dit protection de l'environnement, la paix et sécurité, développement, mais le reste, ce sont des indicateurs économiques. Et c'est ce qui importe à l'industrie touristique au niveau mondial, c'est la croissance économique. On commence à s'intéresser à d'autres choses, mais quand on regarde les discours, quand on regarde les réalités du terrain, on se rend compte que le discours va pas ce qu'on voit sur le terrain ne suit pas nécessairement le discours. Le UN dans le WTO, Oui. UN, c'est pour United Nations, oui. Ça, c'est une bête des Nations Unies, d'accord? Oui, c'est une bête des Nations Unies, oui. Tout à fait. Donc, c'est eux qui publient tout le temps les chiffres là, à chaque année, là, les nouvelles statistiques, tout ce qui est discours de croissance, développement des destinations, ça vient de ces bureaux-là. Quand on parle de tourisme et de développement, je vous donne 2 petites secondes pour regarder l'image. Actually, it's so basically point. J'entends des... Les gens qui sont par vidéoconférence, s'il vous plaît, fermez le micro, parce qu'on vous entend ici à répondre. Merci. Moi, dans la vingtaine, j'ai fait comme ça. J'ai pris mon sac à dos, je suis parti. Il y a beaucoup, je pense, qui ont fait ça aussi. Puis qu'est-ce qu'on faisait quand on voyageait? On voulait payer le moins cher possible. Puis c'est normal, on était jeunes, pauvres, d'aventure et tout ça. Je suis retourné à certaines occasions dans des destinations que j'étais déjà allé. Je suis allé à Toulouse en 2000, je suis retourné en 2007, puis je suis retourné il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Toulouse? Je pense que pour ceux qui sont allés dans d'autres destinations, qui étaient plus jeunes, qui sont retournés 10 ans ou 15 ans plus tard, Bali aussi, ça a changé. En fait, toutes les destinations. Je vais vous montrer une image tantôt. Et puis, là, j'arrive à Toulouse. Je ne sais pas si tu es allé souvent, sur plusieurs années. Non, on va le compter. On t'a le compté. Moi, je l'ai vu quand c'est là. Tu as vu là? Là. OK. Ben, avant, c'était une rue principale avec des commerces puis une plage, c'était tout. Là, maintenant, c'est devenu une ville. La des Carmen, c'est pareil. Il y avait, depuis les années 2000, il y avait 4-5 000 habitants, sont rendus dans les 70 000. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et là, les jeunes ou les voyageurs, ils se plaignent que, mon Dieu, c'est rendu que ça coûte cher. Puis tout ça. À la base, on se dit, ouais, mais les gens travaillent, ça fait rouler l'économie locale, c'est bon pour la communauté, c'est bon pour les communautés, tout ça. Mais tu te rends compte que souvent, plus la destination va grandir, plus la population locale va s'appauvrir. Parce que c'est pas eux qui vont retirer les bénéfices de tout ça. La plage de Toulouse, entre autres, avant, on pouvait camper sur cette plage-là, puis quand on payait à une dame locale. Maintenant, ça va coûter 70 US, on en payait 3-4 $ US à l'époque. Mais l'argent ne va pas. Puis, il y a des travailleurs et tout ça. Donc, ça fait toute partie de la problématique de
des prises de contrôle par des intérêts étrangers. Puis quand je dis étrangers, pour l'exemple de Tulum, ça peut être des investisseurs de mexicains aussi, là, de Cancun ou de Mexico aussi. Mais cette image-là est intéressante parce qu'on entend souvent ce discours-là de dire on va garder, puis c'est bien plus authentique quand les gens sont pauvres. C'est plus réel et ça, donc bon. Ça existait au Québec, hein, dans les années 20, 30, les Américains débarquaient dans le Bas-Saint-Laurent, débarquaient à l'île Bonaventure, puis les petits Québécois, ils allaient vendre des coquillages aux touristes. T'sais. Exactement le même setting qu'on voit en Amérique latine, on l'avait au Québec, puis on s'est développé, nous, avec le tourisme, on s'est développé avec plein d'autres choses. Ça, c'est une autre partie du problème. L'idée de vouloir développer aussi va donner, par exemple, des types de tourisme qui peuvent paraître. Donc, on a le tourisme de masse, mais on a des touristes de niche aussi. Puis il y en a qui sont associés à des particularités de touristes de pauvreté. Donc, par exemple, des tours guidés dans des bidonvilles ou les îles, dans les favelas ou des choses comme ça. Encore là, toutes sortes de problèmes d'éthique reliés à ça. Et puis, ça peut faire 20 ans qu'il y a du tourisme dans le bidonville, mais est-ce que le bidonville existe encore? Oui. Est-ce que le bidonville est plus gros qu'il y a 20 ans? Oui. Donc, est-ce que le tourisme est un vecteur de développement pour les communautés locales? Non. Tourisme et justice sociale aussi. Je vais vous montrer un petit extrait. Quand on va dans un resort, prendre l'exemple du Mexique encore sur la côte ouest, je suis allé dans le coin de Puerto Vallarta il y a quelques années, un peu plus au sud. Et puis les gens, j'étais dans le petit village, puis les gens m'avaient dit, des expats m'avaient dit, va voir tel village, il y a une belle plage et tout ça. Je me déplace, je m'en vais au village, j'arrive, je traverse le village, je prends la route pour aller vers la plage. Et puis là, la route est coupée, les clôtures, des miliciens qui empêchent l'accès à la plage. Je retourne au village, je demande aux gens qu'est-ce qui se passe, puis là, ils me racontent. C'est une petite plage avec des petits palapas, puis des gens qui vendaient des tacos, tout ça. Puis à un moment donné, en plein milieu de la nuit, l'armée est débarquée avec les policiers. Ils ont tout saccagé, ils ont sorti les gens de la plage, ils sont arrivés avec des papiers, ça nous appartient. Et puis j'ai regardé l'année passée. Ça fait 3-4 ans de ça. L'année passée, j'ai regardé. J'ai retrouvé qu'est-ce qu'il y a maintenant aujourd'hui. C'est un gros resort. C'est vrai là, c'est vrai ailleurs aussi. Partout où il y avait un resort, il y avait des populations, probablement avant. Donc, on peut le faire de cette façon-là, d'une façon violente. Donc, la violence et le tourisme vont de pair. On peut le faire aussi à travers ce qu'on appelle le tourisme de catastrophe. Ça s'est produit au Belize. Ça va se produire probablement à Porto Rico. Ça s'est produit dans les Antilles aussi. Puis ça s'est produit également en Asie avec le tsunami de 2004. Donc, une catastrophe naturelle qui fait le ménage, en guillemets. Les gens sont trop pauvres pour se réinstaller. Ils ont tout perdu. Il n'y avait pas d'assurance. Il y a des gens qui arrivent avec de l'argent. Ils leur proposent des montants qui semblent intéressants pour les gens parce qu'ils sont dans une situation de détresse. Puis tu repasses là 5 ans plus tard. C'est des étrangers, c'est des hôtels. La population locale est partie. Donc, ça peut se faire de cette façon-là, mais ça peut se faire aussi à l'aide, par exemple, je vous montre un petit extrait rapidement. L'extrait que je voulais vous montrer, c'est à l'île La Vache. Je vais faire ça comme il faut. Donc, l'île La Vache, Haïti, c'est une petite île au sud-ouest d'Haïti. Donc, vous avez l'île d'Haïti, l'île La Vache. Et puis, je vais vous montrer le petit extrait que vous allez comprendre le lien entre violence et développement touristique. La Vache est un endroit exceptionnel, c'est la dernière rivière des Caraïbes. Le ministère du Tourisme a développé tout un ensemble de stratégies visant à attirer plus de touristes en Haïti. On a cru à cette forme de tourisme qui pouvait se développer de la même façon que la République dominicaine, et ça n'a pas été le cas à cause de toutes les histoires politiques qu'il y a pu y avoir.
Avec un arrêté 10 mai 2013 qui sortit, qui déclarait nous de tout bien nous pays la vache, de tout intérêt, et qui nous pas faire 3 cités pour mettre Mouni la vache, pour que nous ne pas habitués, dit non, Mouni la vache, pas qu'à vivre dans la cité. Dès qu'à oui, Michel, dès qu'à demande de travail, il y a des grands net, il va quitter le côté de la rivière. Les policiers disent que nous sommes rentrés sur le rivière, nous sommes maltraités en pile. Et machine police débarquée sur nous. Il y a arrêté, il y a arrêté madame petitement. Il y a minuté. Il n'y a pas pour nous. Nous n'avons pas manifesté pour demander le gouvernement manger. Il n'y a pas manifesté pour demander pour le gouvernement. Il n'y a pas manifesté pour demander à bas aucun gouvernement. Nous sommes prêts pour collaborer, mais nous n'avons pas accepté pour nous déplacer, mais pour nous perdre bien nous, pour nous perdre le territoire. Maintenant, nous allons comme peuple pour nous continuer la bataille pour jusqu'à ce que nous joignions une victoire finale. Tout aussi la belle comme ça, c'est le paysan de la vache qui bâtit, qui a lié le fait bien comme ça. Mais si vous posez pas pour le faire, il faut poser ça, la fait pour et avec nous, la vache, avec le paysan de la vache. Est-ce que nous menons la vache et pas nous, est-ce que nous n'avons pas besoin de vivre? Parce que si nous regardons la situation, nous avons vu comme si, et pas même, même nos chiens, pas vivre, comme ça, rien à vivre, grand goût, misère. C'est un exemple parmi tant d'autres, malheureusement, d'expropriation, par exemple. Donc, ça reflète l'idée du développement touristique, on dit par le haut, top-down. C'est ce qui se passe beaucoup dans les projets de développement touristique de masse, où tu as des acteurs transnationaux qui arrivent avec la complicité des autorités, des acteurs locaux, l'élite locale l'élite du pays, mettre en place ce genre de projet-là. Je vais l'aborder tantôt, mais ça se produit même dans des projets d'écotourisme, où on pense que l'écotourisme, c'est wow, mais non. Il y a des questions d'appropriation territoriale avec l'écotourisme aussi qui se font de la même façon. Les volumes de touristes sont moins grands, mais les territoires accaparés sont souvent plus importants que dans le cas de développement de tourisme balnéaire, par exemple. L'éléphant dans la pièce du tourisme en ce moment, c'est l'environnement. On parle de justice sociale, on parle d'inégalité économique, des choses comme ça, mais là, le nouveau truc qui vient d'apparaître, qui commence à rentrer dans la tête des gens, c'est la question de l'environnement. Donc, j'ai parlé de volume tantôt, on parle d'avions, et là, j'ai pris ça dans la presse il n'y a pas longtemps, un nouveau phénomène qui apparaît. La honte de prendre l'avion. Et là, les compagnies aériennes, les tours opérateurs, les hôteliers, là, ils font comme « Oh, OK, là, il faut quand même réfléchir à ça. » Les gens, ils commencent à réfléchir. Nos clients réfléchissent. Donc, nous, il faut réfléchir également puis voir est-ce qu'on va perdre du volume. Puis ça s'est produit en Angleterre, en Suède, puisque le principe vient de là. Et puis là, beaucoup moins de vols, plus de déplacements en train, les chiffres le démontrent. Et puis, le phénomène commence à gagner un peu au niveau géographique. Moi, je parle à des gens, c'est pas scientifique, là, mais on parle aux gens, puis ils disent, ben, ouais, je vais peut-être sauter mon tour cette année, tu sais, ou bien au lieu de prendre l'avion, je vais aller en Gaspésie, tu sais, mais s'il y a des milliers de personnes qui commencent à faire ça, ben pour l'industrie, ça commence à être quelque chose avec lequel il faut interagir. Je dis à mes étudiants, je donnais un cours à l'UQAM, un cours de maîtrise ça s'appelle développement durable des territoires touristiques. Beaucoup d'étudiants en gestion du tourisme. Et puis, je leur dis, le changement climatique, l'environnement, c'est le point majeur avec lequel vous allez avoir
vous commencez, vous allez être là-dedans dans les 20, 30, 40 prochaines années, il va falloir tenir compte de ça. Donc ça, c'est le gros morceau que les gens ne peuvent plus faire à semblant, que l'industrie ne peut plus faire à semblant que ça n'existe pas, puis aussi les citoyens, on ne peut plus faire à semblant qu'on ne le sait pas, on le sait que quand on prend l'avion. Vous savez, l'avion, ce qui est paradoxal, c'est que quand des gros avions, quand ils sont bien remplis, hein, le nombre de litres d'essence au kilomètre, il est pas, au 100 km, il n'est pas très élevé. Hein. Les bons avions, ils font du 2,5 litres au 100 km par passager. On dit, ben, crème, ça va, tu sais. Sauf que tu fais 12 000 km, tu fais 8 000 km. C'est le volume, c'est le nombre de kilomètres qui est en grange. Dans une voiture qui est assez économique, à 7 litres au 100 km, vous êtes 2 dans la voiture, vous êtes 3,5 chaque, c'est pas pire. Vous partez en vacances 2 semaines, vous n'allez pas faire 3 000, 4 000, 5 000 km. Vous allez vous rendre peut-être en Gaspésie, au pays. Vous allez faire 1000, 1500 km. L'avion, c'est que les gens se disent, ben ça va vite, on peut aller là, on peut aller là, on peut aller là. Et c'est là que ça devient extrêmement problématique. On entend dire que c'est les départs. Oui, les décollages, atterrissages. Donc, d'où l'importance que si tu es obligé de prendre un vol, ben, essaie de prendre un vol direct quand c'est possible, au lieu d'essayer de sauver 200$ puis faire 3 escales, 2 escales, par exemple. Je comprends, je veux dire, mes étudiants au bac l'année passée, ben, tu sais, monsieur, j'ai 2000$, tu vas partir 2 mois au Mexique. Là, je pourrais sauver 400$ parce que je fais, je suis gagné pour ça, je comprends. On est tous là-dedans, hein, dans le tourisme. Hein, dans l'environnement, de façon générale, on est rempli de paradoxes, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, mais on le fait pareil, mais on essaie de moins le faire. Donc ça fait partie des éléments. Donc là, je bifurquais tranquillement vers l'académique. Mon objectif cet après-midi, puis ce soir aussi, c'est pas de faire la morale aux gens sur le tourisme. C'est pas de dire aux gens, voyagez pas, mais voyager autrement, trouver des solutions pour voyager différemment, en fait. Dans le milieu académique, à partir des années 70, hein, ça c'est celui-là aussi, Tourism Passport for Development, qui est un des premiers chercheurs à avoir soulevé l'idée que est-ce que le tourisme participe au développement des pays en voie de développement. On l'a dit tantôt, non. C'était vrai dans les années 70, c'est pas plus vrai aujourd'hui, mais ça n'était pas plus. CAS a fait la même chose. Puis à partir des années 80, on a commencé à parler de tourisme alternatif, d'écotourisme. Il y a des choses, il y a des chercheurs, Moffert, Eamon, Sharpley et Telfer, qui sont intéressés à ces questions-là. Pour essayer de mettre en évidence des mécanismes politiques, économiques, culturels qui rentrent en action pour justement créer des situations où le touriste n'arrive pas à faire lever les économies, sortir les économies de la pauvreté. Il y a eu des choses comme ça aussi qui sont apparues. Ça, je vous le conseille. Rodolphe Christin, Manuel de l'antitourisme, tout petit pamphlet de 80 pages qui se lit très bien. Plus radical. Rodolphe, je le connais bien, c'est un ami. On partage les mêmes visions, mais lui est plus radical que moi. Lui, Rodolphe, il ne voyage plus. Il voyage dans sa région. Il y en a des chercheurs, j'en connais du monde qui ont arrêté de prendre l'avion aussi. Donc, ils sont en Europe ou ils sont en Amérique, puis ils font juste, s'ils peuvent se déplacer en train, en voiture, ils vont le faire, mais ils ne prendront plus l'avion. Domination touristique, les rapports de force entre... Donc, je ne l'ai pas nommé encore, je ne l'ai pas dit, mais je le dis là, puis je vais souvent leur dire, la question de colonialisme qui est reliée fortement à la question du tourisme aussi. Surtout dans le rapport nord-sud, c'est très important. Et on le vit au Québec également, centre-périphérie, Gaspésie, Montréal, Gaspésie, Québec, Côte-Nord, Québec. Il y a des rapports de force, il y a des rapports économiques, centre-périphérie, social et politique aussi, qui apparaissent même au Québec. C'est vrai pour le tourisme, c'est vrai pour les forêts, c'est vrai pour tous les types de ressources, on s'entend. Mais quand on parle de tourisme, les gens, des fois, ils réalisent moins cette... c'est l'idée du ludique, hein, qui prend beaucoup de place, puis que les gens se disent, ben, tu sais, je fais ça pour aider le monde.
c'est ce qui m'a amené à faire ce film-là. Aider le monde. Je suis allé à Cuba à un moment donné pour faire un repérage pour un film, suite à mon film d'avant, sur lequel je m'intéressais aux questions coloniales dans le nord du Québec. Et là, je me suis retrouvé à le sud. J'ai rencontré des gens qui me disaient « Oui, ben moi, je viens à Cuba, puis je suis dans un resort, mais je dépense, puis j'aide l'économie locale. » Je suis parti avec cette idée-là. La suite, je vais vous le dire à soir. Vous allez voir dans le film. Mais ben, je la devinez quand même un petit peu. Donc, l'académique, le milieu, les artistes aussi, il y a beaucoup de photographes, des artistes en visuel de façon générale, qui s'intéressent à l'objet aussi touriste, pour mettre en évidence les problématiques liées à cette activité-là. Dont l'extrait que je vous ai montré aussi du film sur Haïti à l'île Lavage. Au départ, c'est mon projet de doc. Au départ, je voulais travailler à l'île Lavage. Je suis allé 3 semaines là-bas, rencontrer les gens avant que ça dégénère avec la police puis le gouvernement. Et puis, justement, j'étais revenu au Québec, je commençais à faire mes recherches et puis là, ça a dégénéré. Puis, le projet n'allait pas se faire, parce qu'il ne s'est pas fait. Ils ont débroussaillé pour faire l'aéroport, ils ont arraché des arbres fruitiers pour faire des routes, etc. Mais le projet est resté là parce que les gens ont réussi à résister. Donc, j'aurais pu faire mon doc sur la résistance populaire face au vote, mais je voulais faire quelque chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'idée que comment on réagit lorsqu'on se retrouve devant un fait accompli. Moi, je cherchais une destination touristique récente. Je suis intéressé à savoir comment les gens entraient en relation avec ça. Parce que j'ai donné des chiffres tantôt. On n'aura pas écrire des livres comme le manuel d'antitourisme pour faire des films comme Playa Coloniale. Je suis persuadé que on se revoit dans 5 ans et qu'on va regarder les statistiques de tourisme et on va se rendre compte que c'est encore comme ça. On aimerait trouver d'autres solutions, mais ça va probablement être ça. Donc, moi, je voulais travailler sur une destination. Okay? Puis je voulais travailler avec des gens qui étaient, à qui on imposait un projet de développement. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au tourisme de croisière parce qu'en faisant un séminaire, je me suis rendu compte que la recherche en tourisme critique, aux approches critiques en tourisme de croisière, il n'y en avait pas. Quand on regarde la littérature, c'est marketing, développement de destination, comportement des croisiéristes, comment faire plus de tourisme dans le fond. Il y avait quelques chercheurs qui s'intéressaient aux approches critiques, mais très peu. Donc, je me suis dit, go, on va foncer là-dedans, puis on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, j'ai commencé à rechercher, puis là, j'ai trouvé une destination. Oui, j'en suis dans le dessin, c'est pas comme ça. J'ai trouvé une destination dans le sud du Belize, un nouveau port de croisière qui était encore en construction, qui allait ouvrir. Donc, je me suis pointé là la première fois pour m'assurer que le projet allait avoir lieu. Et puis, j'ai décidé de faire ma thèse dans ces communautés-là. J'ai appelé ma thèse « Résister au débarquement » parce que c'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est l'analogie du débarquement de Normandie. Là. Je ne veux pas faire de trucs tordus par rapport à ça. C'est pas aussi violent. Mais quand les bateaux arrivent et qu'ils se pointent au large, comme ça c'est pas sur mon terrain, mais c'est à Belize City. Moi, quand j'ai vu cette image-là la première fois, j'ai vraiment eu l'idée du débarquement. Ils sont tous là, ils s'amènent avec les petits bateaux, puis ils débarquent en ville, puis là, ils envahissent. Puis à 4 heures l'après-midi, ils rembarquent. Ils sont partis. À tous les jours. C'est vrai à Belize City, c'est vrai à Cozumel, ceux qui sont déjà allés à Cozumel, ceux qui sont déjà allés à San Juan. Pardon? Mahawal. Mahawal aussi. Oui, à Mahawal. Ça, on est dans le tourisme de catastrophe, hein, Mahawal, si tu connais. Là, Non, mais j'ai vu. Oui, parce qu'il y a eu un ouragan, là, puis c'est suite à l'ouragan qu'il y a eu du développement touristique de croisière. On pourra s'en parler. Mais c'est un peu ça. Donc, bon, c'est pas super clair, mais je vous présente le Belize, pour ceux qui n'étaient pas certains. Petit pays d'Amérique centrale, enclavé entre le Mexique et le Guatemala ici.
Floride, Cuba. Donc, ancienne colonie anglaise. Donc, le seul pays d'Amérique latine ou d'Amérique centrale anglophone. C'est assez intéressant de débarquer au Belize la première fois parce que, surtout quand tu voyages, tu es au Guatemala, au Mexique, tu arrives au Belize, puis là, tout est en anglais. Et puis, mais tu as le même fond culturel, hein, tu as beaucoup de latinos, tu as des créoles, tu as des garifuna, mais tout se fait en anglais. Donc, ancienne colonie, là, on est dans le sud, on a le pays ici, on a Belize City, où il y a déjà un port de croisière. Et le gouvernement a décidé d'ouvrir un nouveau port de croisière à Placentia, juste en face de Placentia, ici, dans le sud du Belize. Donc, on a la pointe de Placentia, la communauté de Mango Creek, on a d'autres communautés sur la péninsule, je vais vous montrer une photo après, et on a le petit village de Monkey River ici. Et au centre de tout ça, on a une petite île mangrove qui s'appelle Harvest Key, sur laquelle on a décidé de développer un port de croisière. Il y a aussi la partie qui est derrière ce qu'on appelle le Big South aussi, qui ont des relations avec le tourisme de croisière et les villages autochtones ici, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc ça ressemble à ça, vu de haut. Harvest Key, c'est ici. Et cette photo-là, je l'aime beaucoup parce que, dans le fond, je suis allé la chercher sur Google Earth il y a 2 ans. Et là, maintenant, elle est à jour. Je vais vous montrer la nouvelle version, là, où on voit les constructions. Mais là, à cette époque-là, c'était le début. Il avait commencé à arracher les arbres et à remplir la mangrove. Mais, donc, on a construit un quai ici, et puis les touristes débarquent ici pour la journée. Et là, on a le village de Placentia, il y a un village Garifuna un peu plus haut ici. On a la petite ville, comme le film Monkey Creek, le village de Monkey River qui est un peu plus au sud. Donc, ça, c'est un peu le contexte géographique de la chose. Rapidement, parce que la science un peu, là. L'étude de cas, simple. Méthodologie basée sur des approches qualitatives. Donc, observation non participante. Passer beaucoup de temps avec les pêcheurs là-bas, avec les tours opérateurs aussi également. J'ai été 8 mois sur le terrain. Observation participante aussi. Collègues de contenu, évidemment. Puis surtout des entretiens semi-dirigés. Donc, une 60aine d'entretiens que j'ai fait autant avec les gens du ministère du Tourisme, les responsables, au niveau gouvernemental, au niveau académique, les pêcheurs, les tours opérateurs, les restaurateurs, les fermiers. C'est intéressant de travailler au Belize pour ça, parce que c'est petit. Hein? Le Belize, c'est gros comme le Bas-Saint-Laurent, à peu près. Là. Il y a 300 000 habitants. Et quand tu appelles au ministère du Tourisme et tu veux parler, tu peux quasiment appeler le ministre. Là. Le ministre, là, quand tu es à Belmopan, dans la capitale, au Belize, c'est une des plus petites capitales du monde. C'est 12 000 habitants. C'est vraiment une capitale d'un pays. Et puis là, tu es au marché, puis tu vois le ministre de l'Agriculture passer en vélo, tu sais, puis tu dis salut même. Puis, on est comme dans une autre échelle complètement différente. Fait que c'est certain que ça facilite beaucoup la recherche. C'est vrai pour ceux qui travaillent, là, beaucoup de recherche qui se fait au niveau océano, archéologie aussi là-bas, puis tout le monde a un peu ce discours. Donc, ma question de recherche, en gros, c'était la suivante. Comment les relations de pouvoir entre les groupes d'acteurs affectent les relations socio-territoriales, donc les processus de territorialisation. Ça fait partie de l'éducation, d'apprendre à dire ce mot-là, puis rapidement. Au début, on a toujours l'air à mâcher nos mots. Puis, bon, OK. Donc, en gros, en d'autres mots, comment, quand le touriste de croisière arrive, comment il se déploie sur le territoire? Parce qu'il ne faut pas oublier que le touriste de croisière, comment ils font leur cash? Hein? Ils en font parce que tu es sur le bateau et que tu dépenses sur le bateau, mais une grosse partie de leur revenu, c'est les excursions. Donc, ils ont construit une île sur laquelle tu débarques pour aller boire de la bière, mais aussi ils te vendent des excursions pour aller à l'intérieur des terres. Descendre une rivière sur un tube en caoutchouc, aller voir une ferme de je ne sais pas quoi, ou aller visiter un site Maya, ou aller boire de la bière sur un autre petite île pas loin, privé, en guillemets. Donc, comment tout ça se déploie et quelles sont les relations de pouvoir qui s'inscrivent entre les communautés locales et leur territoire et les compagnies de croisière qui cherchent, eux, à s'approprier des espaces au sein même de l'espace de vie des gens pour développer leur activité.
Donc, on est dans les questions de territoire formel, territoire informel, je vais vous en parler tantôt. Mais en gros, les territoires formels, c'est les territoires, on pourrait dire cannés, délimités. On pense au niveau géopolitique, un pays, une région administrative, c'est un territoire formel. Les territoires fonctionnels, pardon, que j'ai nommés ici, ce sont des territoires des espaces de vie, par exemple. Un exemple que je donne beaucoup à mes étudiants, c'est, quand je leur parle de ça, je leur parle de l'Acadie. C'est où l'Acadie? L'Acadie, c'est pas un pays, c'est pas... oui, c'est un pays, mais c'est un pays vécu. Okay? Il n'y a pas de territoire vécu, tandis que le Québec, le Nouveau-Brunswick, tandis que l'Acadie, c'est un territoire vécu. Il y a des Acadiens à Terre-Neuve, il y en a au Nouveau-Brunswick, il y en a dans la baie des Chaleurs, mais ça reste l'Acadie quand même. Donc, c'est un peu la distinction entre formel et fonctionnel. Donc, tu as le territoire formel qui est l'enclave, l'île enclave qu'on a construit. Le territoire fonctionnel, c'est l'espace de vie des gens dans le sud Belize. Comment ces deux types de territoires-là entrent en contact, puis comment va se transformer l'espace de vie au contact du territoire fonctionnel et du territoire formel. Donc, rapidement, j'ai développé un cadre analytique. Donc, j'ai essayé de développer un modèle d'espace de tourisme de croisière. Donc, rapidement, on a l'enclave. On a le bateau qui est une enclave mobile en soi. Le bateau n'est pas accessible. Hein. Si tu n'es pas client, tu ne peux pas aller sur le bateau. Tu ne peux pas aller dire je vais prendre une bière sur le bateau. Les gens de la place n'ont pas accès à ça. L'enclave, pareil. Les gens débarquent ou l'île enclave où les touristes débarquent n'est pas accessible non plus à la population. Les gens ne peuvent pas arriver, un tour opérateur ne peut pas arriver et dire moi, je vais aller vendre un tour sur la rivière. Tu es bloqué, je vais vous donner des exemples tantôt, tu n'as pas accès à ça. Et là, on a toutes sortes de types de transit, toutes sortes de types de zones qui apparaissent au sein même de la communauté. Par exemple, une incursion formatée. Un endroit où on va emmener les touristes visiter, les touristes de croisière. Par exemple, un site Maya. Ils sont pris dans les autobus, on les amène là, on les ramène. Il y a toutes sortes de problématiques reliées à ça parce que je vais donner cet exemple-là, je vais le donner un peu plus tard. Des errances libres assistées. On laisse les touristes se promener en ville, mais on formate le centre-ville pour que les touristes aillent à tel endroit ou qu'ils n'aillent pas à tel endroit parce qu'on leur dit « Allez pas dans ce quartier-là, c'est dangereux, c'est pas vrai. » Mais on dit « Allez pas parce que, vous savez. » Mais ça, les resorts le font aussi. Hein. On dit « Oui, mais si vous sortez, prenez un de nos guides parce que c'est dangereux. » Le guide, il coûte 4 fois le prix que si tu vas prendre un guide local. Parce que l'idée, c'est la capture des revenus tout le temps. Donc, il y a toutes sortes de modèles comme ça, toutes sortes de zones qui apparaissent, même au niveau marin aussi. On va vous envoyer, au lieu d'aller voir un local, un pêcheur qui va t'emmener sur telle île-là, on va te dire, va. En tourisme de croisière, la grosse affaire, c'est la menace principale. Oui, c'est dangereux, mais la menace principale, c'est comment? On va partir sans toi. Donc, tu peux prendre un guide local, mais s'il n'est pas revenu, là, puis il tombe en panne là-bas, non, on part à 5 heures. Mais si tu prends un guide, un de nos guides, s'il tombe en panne, on va vous attendre. Donc, vous taperez sur YouTube, là, Tourists Left Behind, Cruise Tourism, là, il y a plein de vidéos de touristes qui courent sur le quai. Avec le bateau part, puis les autres touristes, sur le bateau, ils filment, ils trouvent ça drôle. Parce que ça arrive souvent. Donc, les gens sont payés dans le pays, ils n'ont pas de passeport, parce que le passeport est sur le bateau, ils n'ont pas trop d'argent, le bateau est parti. Pour l'histoire, c'est qu'ils sont pris en charge par le ministère des Affaires étrangères du pays, puis à leurs frais, ils les envoient par route ou dépendamment là, à la prochaine destination. Mais sauf que ça leur coûte une beurrée. Fait que ça te coûte 1000, 2000 piastres parce que tu as manqué ton bateau. Fait que ça fonctionne beaucoup avec les touristes de croisière. Ils ont vraiment peur de rater leur bateau. Voilà. Cadre conceptuel. Moi, il y a deux choses qui m'intéressaient. Comment apparaît justement le territoire formel imposé? Donc, le territoire formel imposé en rouge, c'est l'enclave que j'ai donné tantôt, qui était Harvest. C'est quoi les mécanismes de production d'espace qui amènent ça? C'est quoi les mécanismes politiques, socioculturels et économiques qui permettent le déploiement
de tourisme de croisière et qu'un jour apparaît dans ta communauté un port de croisière. Une fois ça apparu, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment les processus de territorialisation qui apparaissaient entre un temps zéro, donc le temps avant l'apparition, comment la rencontre de cette territorialité-là première entre en relation avec le territoire formel pour donner une deuxième type de territorialité, donc une nouvelle restructuration des rapports socio-territoriaux dus à la présence de... Donc, on parle de résistance, on parle d'adaptation, on parle de coopération. Parce que oui, il y a de la résistance, mais il y a aussi des processus d'adaptation, il y a des processus de coopération. Parce qu'à un moment donné, les gens, ils sont pris avec ça, et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est là, le bateau, il vient 3 fois par semaine, qu'est-ce qu'on fait? Il peut bien bouder dans son coin, mais est-ce que moyen de faire quelque chose, de trouver des stratégies territoriales pour essayer de limiter l'emprise du tourisme de croisière sur nos communautés ou sur notre espace de vie? Donc, la production d'espace, c'est quoi? Hein, c'est vraiment la production d'un espace de tourisme, c'est de partir d'un élément vierge. Ça, c'est l'île à Vache que je vous ai montré tantôt. Il y a la route, il avait commencé à produire l'aéroport, tout ça. Il y a des villages ici, il y en a un ici, Mme Bernard ici, il y a des petits villages ici à l'intérieur. Donc, comment on arrive d'un truc comme ça, qui est un espace de vie, à... Ça, c'est la maquette du développement de l'île à Vache, ce qui était voulu, c'était l'objectif. Des bungalows, un lac artificiel, terrain de golf, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une perspective de développement sans tenir compte des besoins. Donc, on voulait faire un gros resort avec une île habitée par des gens depuis plusieurs centaines d'années qui font de l'agriculture et de la pêche. Comment on arrive à faire ça? Cancun avant et après. Cancun en 68-69 environ. Je connais quelqu'un qui est allé là, qui a vu la photo de gauche. J'ai dit, ça ne te tente pas d'aller voir comment c'est à cette heure? Non, je comprends. Donc, comment on arrive à une lagune avec des petits villages de pêcheurs, puis qu'on arrive à produire un espace comme ça? Comment on arrive? Hein? Ça, c'est l'île de Harvest Key, qui est l'objet de mon terrain. Comment on arrive à partir d'une île mangrove à construire une île resort ou un port, une enclave? Là, c'est ça maintenant. Là. OK? Je peux vous en montrer une manière. C'est ça ici. Ça, c'est le prix du bateau. Parce que dans le fond, le bateau, il s'installe ici. Cette photo-là, elle est un peu dans l'autre sens, par exemple. Le bateau, il s'installe ici, là. Là. Et puis là, les gens débarquent, ils ont une passerelle. Puis là, il y a une piscine, il y a un bar. Il y a une plage artificielle. Parce que, je veux dire, il n'y en avait pas de plage, là, ici. Là. La plage est ici, là. Donc, ils ont une plage artificielle ici, ils ont des bungalows que tu peux louer, etc. C'est la sécurité, là. Et puis voilà. Puis ici, ils ont un tas de sable parce que la plage n'est pas naturelle. Donc, il faut 2 fois par mois remettre du sable sur la plage parce que le sable s'en va. Et puis voilà. Et donc, on est rendu là. Et on a ici Mango Creek que je vous ai montré tantôt. Et on a ici Placencia. OK. Retenez ça, je vais revenir là-dessus. Comment tu cliques? Ça va. J'ai réussi à y aller. Là. Mais ils ne voulaient pas m'avoir là. Parce que là, moi, ça faisait plusieurs mois que j'étais dans le village, puis je discutais avec les gens. Tu sais. Puis, parce qu'avant, tu sais, j'ai passé 4 mois dans le village, 5 mois dans le village avant de faire ma première entrevue. Parce que je voulais être sûr que le monde comprenne ce que je faisais là. Accepté par tous les groupes d'acteurs. Mais le groupe d'acteurs qui ne m'acceptait pas, c'était les responsables de l'île. J'écrivais des courriels, puis le gars qui est là, il habite à Mango Creek, là. Puis il vient, puis tout le monde que moi je connaissais, il connaissait. Là. Il m'invitait, il répondait pas, il m'envoyait à Miami, là, ou
bureau de Norwegian Cruise Line. Mais un jour, je l'ai croisé dans le village, là, je l'ai talonné. Je dis, pourquoi tu veux me parler de. Ben, parce que je ne sais pas ce que tu vas écrire. Ben, oui, mais justement, parle-moi, puis moi, je vais pouvoir dire. Il est supposé d'être hot, votre projet, là, au niveau environnemental, puis il y a un truc de recyclage, tout ça, mais explique-moi ça, invitez-moi. Je vais y aller. Ça a pris 4 mois, ils m'ont invité. Mais entre-temps, moi, je n'étais pas certain, fait que je m'étais booké un billet de croisière. Parce que c'était la seule façon pour être assuré d'aller sur l'île. Finalement, ils m'ont emmené sur l'île une journée où il n'y avait pas de touristes. Mais je vais y aller quand même une journée où il y avait des touristes. Fait que j'ai pu imaginer la stupidité de la chose. J'habitais ici, moi, à peu près. Là. Je suis parti à Miami, prendre un bateau. Je suis revenu, j'ai passé par Roatan. Après ça, j'étais allé ici. J'ai fait 7-8 000 km environ pour me rendre à 2,5 km de chez nous. Pour être sûr que j'aille sur l'île. Et puis après ça, ben, je l'ai fait à la fin de mon terrain, finalement. Fait que quand je suis revenu à Miami, je suis parti chez nous. Mais c'est juste pour dire que ça fonctionne comme ça. Les gens qui font de la recherche en tourisme, marketing, etc., eux autres, ils se font accueillir bras ouverts par les compagnies de croisière. Ils payent des croisières, ils la bouffe, puis hey, look, you're so nice, puis blablabla. Mais ici, critical study, là, approche critique, environnementale, là, eux autres, ils me voient comme ça, puis ils veulent rien savoir. Bref, ils m'ont quand même emmené, mais le gars m'a bien dit tout ce que je te dis, tu n'as pas le droit de le dire. Donc, mécanisme de production de l'espace. Je vous en démontre quelques-uns par rapport au cas à l'éducation. Bon, le premier, c'est la marchandisation de la nature. Il est évident. On a une nature, mais qui n'est pas prête, hein, qui n'est pas transformée, qui n'est pas formatée pour le désir des touristes. Hein, si vous tapez dans Internet, Google Images, Tourism Caribbean, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des centaines d'images qui sont tous pareilles. Une plage, puis des palmiers, plage, palmiers, filles en bikini, plage, puis mais la Caraïbe, l'Amérique latine, c'est bien d'autres choses que ça. Parce que l'industrie touristique, en fait, les acteurs du tourisme ont réussi à contrôler le message, à contrôler l'image, puis contrôler le désir, le produit, puis qu'est-ce qu'ils vont vendre aux touristes. Vas-y. Au revoir, merci. Donc, ils ont réussi à faire ça. Donc, les gens, ils ne vont pas aller là, là. Ils vont aller là, par exemple. Donc, quand on parle de production d'espace touristique, on parle de marchandisation de la nature, c'est qu'on réussit à créer un espace naturel. Hein? Parce que là-dessus, là, il y a un petit zoo. Hein? On appelle ça le Eco Center de Harvest Key. Et puis, quand on regarde les discours, je n'ai pas des exemples ici, mais on dit qu'on va rendre l'île naturelle, puis etc. Ben oui, on a planté des palmiers. Elle était naturelle. Voilà, elle était naturelle, mais là, on va la rendre naturelle, puis on va mettre des beaux palmiers, puis etc., etc. Donc, ça a fonctionné. L'autre aspect, je donne juste un exemple de marchandisation culturelle ou de la culture. Ça, on vous l'avez tous vécu, puis on le vit au Québec aussi. Allez dans le Vieux-Québec, on vous vend du sirop d'érable, puis des machins comme ça. Des ceintures fléchées. Ça se vend des ceintures fléchées dans le Vieux-Québec? Qui a sa ceinture fléchée, là? Tu l'as sur toi, là? C'est rare. Non, pas sur moi. Ah, OK, je pensais. Je l'ai porté longtemps. Tu l'as porté longtemps. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun Maya qui s'habille comme ça, mais on s'entend que ce n'est pas le cas, de façon générale. C'est vrai qu'on en mange du sirop d'érable. Mais il y a quand même on utilise l'image québécoise, on fait la même chose avec les Français, on fait la même chose avec tous les peuples. Mais particulièrement là-bas, nous, on a un contrôle sur l'image, c'est nous qui contrôlons notre image. Si on veut se folkloriser, on le fait. Mais là, dans le cas des Mayas, par exemple, au départ, les autorités de l'île voulaient faire des cérémonies traditionnelles mayas. Ils n'en faisaient jamais, d'autres, mais là, ils vont en faire. Puis là, il y avait les Garifuna aussi qui sont un autre peuple aussi, qui voulaient faire. Puis là, mais oui, mais les gens vont dire, oui, mais ils acceptent de le faire. Mais sauf que ils sont allés. Là, ça va. Au début, ils sont allés voir. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à faire de l'argent parce que c'est des gens qui ont besoin d'argent. Fait que là, il y a des gens qui ont dit, oui, nous, on va le faire. Mais là, ça s'est su dans les communautés. Puis là, les chefs des communautés ont dit,
la main, puis on dit non, 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 non. C'est nous qui va décider. On est prêt à le faire, mais ça va être nous qui va décider ça va être quelle cérémonie, comment on va se mettre en scène et tout ça. Parce que souvent, cette question-là est intéressante parce qu'il y a des groupes ethnoculturels qui vont décider d'embarquer là-dedans, faire des revenus, payer ça, puis ça leur permet de garder les touristes à distance. Donc, ils vont aller faire ça sur l'île, les touristes vont rester là, vont être bien contents. Nous autres, ils ne viendront pas débarquer dans notre village et venir nous agacer. Donc, c'est pas à sens unique, hein, le pouvoir. Hein, il y a de la résistance, mais comme je disais tantôt, ça va dans les deux sens. On est capable d'entrer en relation avec celui qu'on pense qui est plus gros et qui est plus fort que nous autres pour aller chercher des éléments. Ça en est un exemple. La construction du consentement, évidemment, est importante parce qu'il y avait de la résistance. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a eu un projet de port de croisière 5 ans auparavant qui n'a pas fonctionné parce que les gens ont résisté. Mais là, ils voulaient faire un village touristique à même la péninsule, sur le bout de la péninsule. Ça, les gens n'ont pas accepté ça. Ils ont vraiment... Une société civile s'est organisée et puis ils ont rejeté le projet. Mais quand ils sont revenus avec le nouveau projet, là, c'était sur une île, au large. Non, mais tu vois, on ne sera pas dans votre village, mais ça va être moins pire, on va faire attention à l'environnement et tout ça. Et puis, une des choses que j'ai réussi à trouver, c'est ça ici. En 2014, la compagnie de croisière, en fait, c'est l'Association des croisiéristes de la Floride, avec le Belize Tourist Board, qui est un peu l'organisme de tourisme gouvernemental, un concours d'écriture pour les enfants du secondaire et du primaire. Pourquoi c'est important que les croisières viennent chez nous? C'est pas est-ce que c'est important qu'ils viennent, c'est pourquoi c'est important. Avec des prix quand même, vous ne le voyez pas ici, mais la première place, 3 000 US à des jeunes. Hey, pensez-vous que les gens ne se sont pas assis avec leurs crayons et qu'ils ne sont pas mis à écrire? Puis 3 000 pour une compagnie de croisière, c'est rien. Ils ont investi 150 millions de dollars dans l'île. Les bateaux, c'est des centaines de millions de dollars par bateau. Ils en ont du cash. 3 000 là, pour faire du PR comme ça, il n'y a aucun problème. C'est un exemple parmi tant d'autres de construction du consentement. Là, c'est des méthodes douces, c'est le soft power. Tantôt, je vous ai montré du hard power quand on parlait des militaires qui débarquent, tout ça. On ne peut pas faire ça au Belize, du hard power. Quand les habitants de la côte ouest du Mexique se font matraquer là, par les policiers, là, ils viennent d'où ces policiers-là? Ils viennent probablement de Mexico, ils viennent du Yucatan, ils viennent pas du secteur. Quand les gens matraquent, quand les gens à La Havane se font taper dessus par les policiers ils ne viennent pas de La Havane, ils viennent de Santiago, ils viennent de l'Oriente, ils viennent au Belize, c'est 300 000 habitants. Ah, c'est trop petit. Tu peux pas prendre la police puis taper sur le monde. Tout le monde se connaît. Le gars qui te tape, c'est peut-être le chum de ta cousine, puis c'est peut-être. Puis si tu le connais pas personnellement, tu as juste à demander à 2 personnes, puis tu vas faire le lien. Fait que ça n'existe pas du hard power de cette façon-là. Et quand les gens manifestent au Belize, le gouvernement ne peut pas dire j'envoie la personne responsable du BTB, là, OK, est en conflit ouvert avec un des hôteliers sur le tourisme de croisière. Moi, j'ai parlé avec l'hôtelier. Puis il dit ben oui, je la connais. Il dit quand elle était petite de même, elle venait chez nous, elle était en couche, puis je connaissais sa mère. Puis là, maintenant, elle a grandi, puis elle est rendue responsable de ça. Ils se connaissent, ils vont prendre des bières après ensemble. Ils s'ostinent dans les journaux, à la radio. Mais après ça, c'est comme la lutte là, au Québec, là, la lutte professionnelle. On se bat dans l'arène, mais après ça, on va prendre bière ensemble. T'sais. Mais c'est un peu ça. Donc, ça, c'est important quand tu vas analyser les relations de pouvoir entre les groupes d'acteurs parce que tu sais que la violence n'est pas. Elle n'apparaîtra pas. Ensuite, la deuxième partie, les questions de territorialité. Donc, comment tout ça se décline au niveau du territoire? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ça en différentes phases temporelles. Donc, P0, c'est la signature du Memorandum of Understanding. Donc, ça, c'est le papier qui disait, on fait, entre le gouvernement et la compagnie de croisière, on fait l'île, voici les conditions. Donc, entre autres, 25 ans free de taxes, etc. Ça, c'est l'exemple.
la taxe par passager, ça va être tant. On va vous donner telle redevance, on va vous fournir telle chose, l'électricité n'est pas chère. On envoie ça. Si c'est voté au Parlement, ça devient un projet de loi. Ça rentre. Les gens, eux autres, ils apprennent ça dans les journaux, une fois que c'est voté. Puis ça. Donc, la première phase, okay, c'est tout ce qui s'est produit entre cette signature-là et la première journée qu'il y a eu un bateau qui est débarqué à Harvest Key. Et je l'ai dit tantôt, pendant cette période-là qui a duré quelques années, les compagnies de croisière, eux autres, leur objectif, c'était de trouver moyen de se déployer sur le territoire, d'organiser le territoire pour que quand le bateau arrive, le territoire soit organisé pour que les touristes puissent aller à des endroits, puis que les compagnies de croisière puissent commencer à faire du cash. La deuxième, c'est la mise en place d'un ferry entre Harvest Key et le village. Je vais y revenir tantôt. Et puis la troisième phase, ben, c'est la phase actuelle. On ne sait pas là, c'est quoi le prochain événement qui va terminer la troisième phase, mais là, on est dedans. Donc là, je pourrais retourner sur le terrain, discuter avec les gens, mais j'ai déjà une hypothèse pour le temps 3. Je vais y revenir à la fin. Donc, au début, le territoire ressemble à ça. C'est un territoire, c'est un espace de vie. Il n'y a personne. Ben, en fait, il n'y a pas de touristes de croisière. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tourisme. Il y a du tourisme, il y a de l'écotourisme dans le sud du Belize. Donc, il y a déjà des acteurs d'écotourisme qui sont présents. Il y a des petits hôtels à Placentia. Ce n'est pas des resorts, c'est des petits hôtels. Vous pouvez y aller. Tu loues des chambres dans les maisons. Une coupe de resorts un peu plus de luxe, mais toujours petit bungalow, tout ça. Ça coûte cher. 10 000 $ la semaine. Ceux qui sont plus loin, là, mais ça, c'est contrôlé par des intérêts étrangers. Tourisme de catastrophe, je vous ai parlé tantôt, 1962, 2001, 2 ouragans sur la péninsule qui ont lavé complètement la péninsule. C'est là que les acteurs internationaux sont arrivés avec leur argent et ont pu mettre en place. Parce qu'avant, c'était du tourisme, c'était des pêcheurs qui louaient leur maison. Donc, il y a du tourisme, il y a de l'écotourisme qui arrivent là. Donc, qu'est-ce que les compagnies de croisière disent? C'est que nous, on va garder notre distance parce qu'il y a de la résistance. On ne veut pas entrer en relation avec les gens. Ils ne veulent pas de nous, de toute façon. Donc, on va essayer de s'organiser pour se déployer, mais sans trop entrer en relation avec la population locale. Fait qu'ils ont trouvé un sous-traitant, un tour opérateur américain qui travaillait à Belize City dans le nord, marié avec une Bélizienne. Donc ça marche bien. Et là, le but de Harvest Key ici, c'était de construire un autre enclave sur la terre ferme pour pouvoir prendre les touristes, les emmener ici, puis là, ils embarquent dans des autobus, puis là, on en va. Le terrain qui était ici, il appartient à qui? Il appartient à la femme du tour opérateur, c'est la même famille. Okay? Fait qu'ils ont réussi à trouver la bonne place, le bon monde, acheter le truc, faire une petite enclave. Là, ils ont la sorte. Fait qu'ils n'ont pas besoin, c'est un terrain creusé. Ils n'ont pas besoin de demander au maire. Ils n'ont pas besoin de demander. Ils ont l'aval du gouvernement. Le maire, je veux dire, le pouvoir des maires au Belize, ça c'est une autre affaire. Je n'embarquerai pas là-dedans, mais je dis qu'ils n'ont pas de pouvoir. Donc, ça a fonctionné. Et là, ils ont voulu envoyer des touristes ici. La rivière Monkey River, je vous en ai parlé tantôt, c'est une petite rivière. Les gens de Monkey River, déjà, là, ils vont à Harvest Key, à Placentia, chercher des touristes. Des fois, le jour, là, tu peux monter la rivière, il y a des crocodiles, des singes jours-morts, c'est super cool. Mais la compagnie de croisière, elle voulait faire un tour là. Les gens de la compagnie les gens de Monkey River, ils ont dit non, on ne vous veut pas ici. Ils ont essayé d'autres choses. Ils ont dit, OK, on va sous-traiter cette partie-là à un de vos gars, à vous autres. Fait que l'Américain, lui, il a engagé un gars local pour qu'il prenne sa cote. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y a eu de la bisbille au sein du village. Les gens ils ont dit, si vous venez ici, on va bloquer la rivière. Les touristes de croisière, ils sont très sensibles à l'image, donc s'ils bloquent la rivière, même s'il n'y a pas de violence, là, juste le fait que ça ne fonctionne pas, puis qu'ils voient que les gens ne sont pas contents, il y a des blogs, puis ils vont envoyer ça sur leur blog, puis ils disent, bon, donc ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est fait? C'est la chose suivante. En bleu, c'est les espaces contrôlés par les locaux. Donc, Monkey River, Placentia, donc toute la péninsule, et certaines zones à l'intérieur des terres dans lesquelles le tourisme de croisière n'a pas pu se développer dans la première phase.
ce que le tourisme de croisière a pu faire, c'est de garder le transit entre l'île et l'enclave, et puis après ça, pouvoir amener des touristes à l'intérieur des terres. Donc ça, ça c'est quand l'île a été inaugurée. Là. Donc, le touriste qui est ici sur l'île, je vous ai montré la photo tantôt, là, lui, il est sur le bateau là, avant, il arrive là le matin, il regarde ça, puis il voit qu'il y a un village là-bas, puis il dit hey, on aimerait bien ça aller au village, tu sais, voir une bière locale, tout ça. Puis là, il débarque du bateau, il s'en va, puis il dit je vais aller. Là, il dit mais tu peux pas y aller. Mais pourquoi? Tu peux pas y aller. Si tu veux sortir, il faut que tu prennes notre bateau, notre autobus, puis on t'emmène à nos endroits. Ça n'a pas été long que sur les blogs, le monde a commencé à chialer. Ensuite, au village ici, là, ce que les gens disaient au départ, là, ils disaient, c'est pas qu'on n'en veut pas de touristes de croisière. Nous, ce qu'on veut, c'est du tourisme de niche. Des petits bateaux de 200-300 passagers qui viennent nous voir, qui débarquent au quai, le même quai qu'on a, là, ils ont déjà un quai au village, qui viennent dans le village, qui se mêlent avec la population, avec nous autres. Et on les verra même pas. Là. On va peut-être les reconnaître parce qu'ils vont peut-être avoir un bracelet, mais à part ça, ils vont faire comme les autres touristes. Nous, c'est ça qu'on veut. On veut des bateaux pas plus que 300. Puis là, ça, j'ai piché tous les rapports, les recommandations, il y a eu plein d'affaires qui ont été écrites là-dessus. 300 passagers. Maximum. Fait que là, il a commencé à avoir une négociation entre Norwegian Cruise Line et les gens du village. Parce que, dans le fond, le village savait qu'ils pouvaient retirer des revenus de ça. Ils ne voulaient pas plus que 300 passagers. Puis eux autres, mais il y avait une grogne au sein des touristes. Les touristes disent si on va aller au village, puis là, ça chiale, tout ça, puis là, ben, ça nous fait de la mauvaise publicité. Fait qu'ils se sont entendus pour créer un ferry entre l'île, ici, et le village. Le village a dit le ferry, c'est notre ferry. C'est nos gars, nos bateaux. On va aller vous chercher des touristes sur l'île ici, sur Harvest Caye. Puis on va mettre une limite 300. À tous les jours maintenant, à toutes les escales, il y a un petit ferry qui part, il s'en va chercher des touristes, puis ils les amène sur l'île, dans le village de Placentia. Maximum 300. Ça coûte 20$ aux touristes, 5$ à Norwegian Cruise Line, 10$ au gars qui a le bateau, 5$ au village. Faites le calcul juste à 200. Là. 200 passagers x 5 fois 250 escales par année. Pour le village ici, là, ça quadruple leurs revenus. Ils n'en ont pas de revenus. Il n'y a pas d'impôts fonciers au Belize. Il n'y a rien. Les seuls impôts que tu as au Belize, les seuls revenus pour les municipalités, c'est permis d'alcool, puis chèque de festival de langoustes, puis ils organisent des affaires tout le temps pour essayer d'avoir un petit peu d'argent pour la voirie, pour payer les affaires. La seule affaire qui est payée, c'est l'eau. Donc, toute l'eau potable au Belize, ça c'est déjà bien, là. Mais, fait que les autres, ça leur fait des revenus. Mais, qui contrôle le flux? C'est le village. Ça, là, ça peut paraître banal, mais dans la Caraïbe, dans l'espace caribéen, c'est unique. C'est pratiquement unique. Il n'y a pas personne qui arrive. Ils se font tous bouffer par les touristes de l'industrie, par les acteurs du tourisme de croisière international. C'est génial, dans un sens, parce qu'ils ont réussi à contrôler, s'imposer. À cause de toutes sortes d'affaires. Puis là, je vous en donne quelques pistes, là, mais il y a plein d'autres affaires qui sont apparues qui disent qu'ils font que ça a pu se faire. Mais, je vous donne les grandes lignes. Donc, la journée, parce que j'ai dit tantôt que les touristes ne peuvent pas se déplacer ici. Pas les touristes, les tour opérateurs locaux ne pouvaient pas aller sur l'île non plus chercher des touristes. C'était bloqué. Ils ne pouvaient pas aller ici autour de l'enclave essayer de vendre des bidules aux touristes parce qu'ils étaient bloqués aussi. Donc, quand ils ont commencé à emmener des touristes à Placentia, là, tout le territoire s'est ouvert pour les tour opérateurs, pour les acteurs locaux. Le lendemain du ferry ou la journée du ferry, le territoire ressemblait à ça. Donc ça, c'est tous les transits, tous les flux de touristes qui sont apparus dans l'espace de vie des gens, mais contrôlés par la population locale. Donc, l'industrie, la compagnie de croisière, elle a gardé ses affaires. Mais là, raison de l'apparition du ferry ici,
Là, tu as des touristes qui peuvent aller ici, des touristes qui peuvent embarquer dans des voitures, aller visiter des choses, ils peuvent aller visiter des sites. Ça peut être les mêmes sites que les touristes un site archéologique est ouvert autant aux touristes normaux de séjour qu'au tourisme de croisière. Il y a juste les sites qui sont fermés, les enclaves fermées que l'Institut de tourisme de croisière a gardé, que les touristes ne peuvent pas aller. Mais les locaux avaient plein d'endroits pour emmener le touriste. Donc, ces 300 touristes-là, 200, 250, 300, ça dépend des journées. Mais là, ça donne un revenu supplémentaire pour les locaux. Puis c'est intéressant aussi, je pense aux gens de Monkey River qui nous disaient que l'été, à Placentia, il n'y en a pas beaucoup de touristes. Là. En juin, juillet, août, là, il n'y en a pas. Mais il y a quand même des bateaux qui viennent. Ça leur fait ça. Avant, ils ne faisaient rien l'été, ils passaient l'été à boire de la bière. Puis, là, ils travaillent un peu plus. Donc, on a une prise de contrôle du territoire par les acteurs locaux face aux gros joueurs. La suite, ça peut être quoi? Il y a un changement de pouvoir au sein de la municipalité, puis les autres, ils disent un nouveau maire, puis ils disent, d'autres, on va en prendre 500, 800, puis là, peut-être. Un nouveau port, pas loin, ou on agrandit le port ici, je sais pas, on ne sait pas encore. Présentement, ça, c'est la situation. L'idéal, ce serait qu'ils gardent ça à 300, qu'ils préservent leur tourisme sur la péninsule, comme c'était là. Je pense que c'est ça, en tout cas, le discours, ça bouge ça. Mais les choses peuvent changer rapidement. Une autre chose que je me suis intéressé à, ce sont les microdynamiques territoriales. Parce que là, il y a d'autres types de stratégies territoriales qui apparaissent quand il y a du déploiement sur le territoire. Tantôt, je vous ai parlé de l'enclave, où ils emmènent les touristes pour les mettre sur des autobus. Les touristes arrivent ici, embarquent sur des autobus, puis ils traversent le village. Et là, l'objectif de ça, c'est que l'autobus, lui, il est fermé. Hein? Il n'arrête pas dans le village. Là. Les gens, là, c'est un autre type d'enclave. C'est des enclaves mobiles. Les gens arrivent sur l'autobus, ils traversent le village, les locaux vont passer l'autobus, ils ne peuvent rien faire. Et là, les gens chialent, évidemment. Et là, la compagnie de croisière a dit, ben, on va vous faire un marché ici. Donc, Norwegian Cruise Line a créé un marché au centre, ben, dans la ville, au sein de la ville, un genre de marché, un marché local. Au début, la municipalité leur avait offert de faire ça au parc municipal, où les gens vivent. Là, eux autres, ils se sont dit, ouais, comment on va faire pour contrôler le monde? C'est ça, attends. Comment on va faire pour contrôler les gens? Fait qu'ils ont allé faire ça derrière la gare routière. Il y a des rues ici, là, mais quand tu es sur le terrain, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui vit ici. Là. Des petits chemins. Fait que là, on est excentré du village. On crée un marché local où pour aller vendre tes trucs, il faut que tu payes un permis. Donc, il y a beaucoup de gens en place qui n'ont pas l'argent pour payer le permis. Fait que c'est souvent des gens de d'autres villages qui viennent, qui ont un peu plus d'argent, qui se déplacent pour venir vendre dans le... Mais là, c'est pas tout. C'est pas tout. Je veux dire, comment ils font pour contrôler tout ça? Donc, tantôt, je vous ai dit, par rapport à l'île, on revient à l'île. Ça, là, ça, c'est le petit pitbull, le petit bulldog. Tu sais, comme dans Bugs Bunny qui jappe tout le temps. Là. Lui, là, quand tu t'approches du gros, là, j'ai fait le test. J'ai payé un pêcheur. Tu t'approches de l'île. Puis là, ça, c'est mes photos. Là, ça. Fait que là, tu as lui qui apparaît. Là. Parce que, là, ils ont des caméras qui surveillent partout autour de l'île. Quand il voit un bateau qui n'a pas rapport là, ça sonne, il y a une alarme ici dans quelque part. Là, lui, il sort du port ici. Puis il vient voir. Puis il se place entre toi et le gros bateau. Donc là, c'est supposé pour la sécurité, 11 septembre, attentat. Tu as tout un discours qui est relié aussi à la sécurité qui est mise en place. Là. Fait que là, ben, là, on a fait le tour du bateau comme ça, puis le tour de l'île, puis on est parti. Fait que c'est impossible pour quelqu'un de dire je vais aller à l'île, puis je vais aller m'accoster, puis je vais leur proposer de venir faire un tour sur la rivière. Parce qu'il y a un contrôle ici, territorial. L'enclave, pareil. Ça, c'est la sortie et l'entrée de l'enclave qui est ici. C'est gardé par des gardiens de sécurité. Tu as deux types de clôtures. Alors, ça, c'est la deuxième clôture. Il y en a un autre avant. Les touristes, ils sortent dans l'autobus. Même si tu te places ici, là, à 50 mètres, là, tu ne peux pas arrêter l'autobus pour essayer. Là, il passe. Il n'y a aucun moyen d'entrer en relation avec les touristes. Là. Au marché, c'est encore plus intéressant. Le marché est ouvert, il n'est pas enclavé.
Et quand tu passes ta journée au marché, puis tu regardes ce qui se passe, tu discutes avec le monde, tout ça, tu prends bien avec Chummy, les gars de taxi, Là, il te raconte. Là, je les ai encerclés ici. Lui, puis lui, qui est là-bas, on ne le voit pas bien sur cette photo-là, c'est des gardiens. C'est des locaux qui ont engagé. Ils sont juste. Plutôt quand tu es touriste, là, ce que tu vois, c'est que tu vois un gars qui glande au fond là-bas. Tu sais. Mais lui, il ne glande pas. Lui, il surveille pour pas qu'il y ait des locaux qui viennent vendre des trucs aux touristes parce que c'est réservé à ceux qui ont payé. Fait que tu penses que tu es dans un système ouvert, mais ton système, il n'est pas ouvert. Il est surveillé par la compagnie de croisière. J'en donne un On autre. vend ça comme de la sécurité aux gens aussi. On va vendre ça comme de la sécurité aux gens. C'est ça. Mais la vraie raison, c'est de garder les C'est revenus. garder les revenus. Donc, utiliser les ressources territoriales, puis essayer de garder le maximum de revenus. Un autre exemple que je trouvais intéressant, mais qui est au Belize, mais qui n'est pas dans le sud. Mais c'est là que j'avais catché comment ça fonctionnait, en fait. On est dans le nord, on est près de la frontière du Guatemala, un site archéologique. Donc, photo aérienne. La route principale, le village est dans le bas, là, puis il continue ici. On a une petite rivière. On a une route qui fait ça comme ça et qui s'en va vers les ruines qui sont un peu plus à gauche ici. Les autobus arrivent remplis de touristes de croisière, arrêtent ici. Et là, en blanc, ce qu'on voit là, c'est des boutiques de souvenirs. Donc, si vous allez là, vous, parce que vous avez un hôtel dans le coin, vous pouvez aller là, vous allez acheter des trucs. Après ça, il faut traverser la rivière. Donc, il y a un petit ferry à main. Donc, c'est des gars là il y a un câble, là, puis ils traversent les touristes là-dessus. Puis, tu te rends là, puis de l'autre côté, tu as des autobus qui t'emmènent, qui amènent des touristes. Tu peux marcher si tu veux. Donc, l'autobus arrive ici avec des touristes de croisière. Ils leur font faire la file ici devant les boutiques pour prendre le ferry. Là, on leur dit, achetez rien, là. Parce que de toute façon, vous n'allez pas marcher avec vos souvenirs au site archéologique, c'est lourd, etc. Au retour, là, vous allez pouvoir vous acheter des trucs, là, parce que là, on va aller visiter le site, puis ça. OK. Le monde, il part. Ils s'en vont, ils traversent la rivière, puis ils prennent les autobus, puis ils s'en vont au site archéologique au fond là-bas. Et puis, au retour, tout le monde s'avance ici. Puis là, le ferry, il ne vient pas les chercher. Ils attendent que tout le monde soit arrivé là. Ça prend à peu près un bon 45 minutes, 1 heure, entre les premiers touristes et les derniers. Mais là, il aurait pu les traverser, là. Puis qu'ils achètent des trucs en attendant, tout ça. Non. Ils les gardent de l'autre côté. Fait que la rivière devient une barrière. Le ferry devient la façon de garder les gens de l'autre côté. Et puis là, quand tout le monde est rendu au bord, puis là, on n'a plus le temps. Hey, le bateau, puis il faut y aller, puis tout ça. Fait que là, ils pressent tout le monde, puis let's go. Puis là, tu vois les tours opérateurs, parce que les tours opérateurs, ils ne viennent pas du village, hein, c'est des grosses compagnies à Belize City. Puis les tours opérateurs à Belize City sont contrôlés par des intérêts étrangers, surtout jamaïcains. Donc, c'est eux qui leur disent, ben là, dépêchez-vous, vous ne pouvez pas acheter ici, mais vous allez pouvoir peut-être plus loin si on a le temps. Fait que là, les touristes, ils passent ici devant. T'envoies un ou deux qui réussissent à acheter une assiette ou un foulard, des trucs comme ça. Moi, j'ai fait des entrevues avec les gens ici, puis ils m'ont dit les journées normales, quand il n'y a pas de touristes de croisière, on vend des trucs. Et quand il y a des touristes de croisière, il y a 100 fois plus de personnes. Au lieu d'en avoir 40 qui passent dans la journée, il y en a 400. 10 fois plus, j'ai exagéré. Mais on ne vend rien. On ne vend rien. Les gens, ils ne vont pas au village. Il y a des restaurants là, dans le village juste à côté, ils ne vont pas là. Parce qu'ils se font presser. Donc, il y a une stratégie de qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font après? C'est qu'ils amènent les touristes, puis je les ai suivis. J'ai suivi le bus. J'avais acheté une moto. Fait que, je faisais des enfants. J'ai suivi le bus, puis ils arrêtent dans un autre restaurant avec lequel ils ont une entente. Que le restaurateur, c'est la grosse poche du village, qui a acheté, qui a fait construire, qui a fait grossir son restaurant aussi. Parce que là, ils vont dire ça, oui, mais les petits restaurants au village sont trop petits pour accueillir tous ces touristes-là. Oui, mais donnez-leur l'opportunité d'investir, puis ils vont grossir s'ils veulent, puis ils vont le faire. Là, ils arrêtent dans des boutiques de souvenirs qui coûtent 2, voire des fois 3 fois le prix de cette boutique-là. Les touristes achètent là. Ils repartent. Donc, c'est un exemple de comment on réussit à configurer l'espace pour contrôler
le déploiement, contrôler les... Il y a d'autres stratégies. Celle-là ici, les Recommended Store. The new shopping map. Donc, il y a des commerçants qui décident d'investir. Ils vont payer la compagnie de croisière pour que la compagnie de croisière fasse de la publicité. Ils vont dire, la compagnie de croisière va dire, allez acheter là, parce que si vous allez acheter dans une autre boutique, vous allez vous faire avoir. En réalité, c'est là que tu te fais avoir. Parce que lui, il vend bien plus cher. Parce que lui, il paye cher pour être publicisé dans la compagnie de croisière. Fait que toi, tu vas payer tes trucs. Puis ask for your free earrings, puis des affaires comme ça. Mais évidemment, j'ai mis cette photo-là parce que je la trouvais intéressante. Il y a des façons de contourner. Hein. Des façons de contourner les structures territoriales qui sont mises en place. L'exemple ici, c'est au village touristique de Belize City. Même chose. Belize City, si tu veux être tour opérateur, tu payes. Il y a plein de gens à Belize City qui n'ont pas d'argent, mais qui font des sculptures en bois comme le monsieur ici. Puis lui, il n'a pas d'argent pour payer, ou peut-être qu'il ne veut pas. Mais il se dit, pourquoi moi, il faudrait que je paye? C'est ma ville, c'est chez nous. La rue ici, là, elle n'appartient pas à la compagnie de croisière. C'est un trottoir de Belize City. Là. Ben, il y a une police touristique, puis lui, il se cache. Là, il se cache derrière les vannes comme ça, puis des fois, il se fait voir. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est qu'il se couche à terre. Puis là, il y a un petit espace. Là, il appelle les touristes. Il essaie de leur vendre des sculptures en dessous de la clôture. Ça marche. Parce que quand les touristes ils font comme puis là, il dit ouais, mais je te le vends à tel prix. Puis le touriste, il n'est pas fou. Il vient de voir la même sculpture à peu près aux 3 fois, 4 fois le prix. Fait qu'il l'arrête au gars. Mais lui, il risque de se faire arrêter, de se faire coller une amende, de se faire, je ne dirais pas violenter, mais de se faire bousculer, de se faire invectiver par d'autres vendeurs qui ont payé leur. Donc, il se crée toute une hiérarchie au sein même de la population qui fait en sorte que il y a de l'exclusion territoriale qui apparaît. Puis ça, c'est un exemple de résistance. Donc, il y a plusieurs choses, mais ça, c'est le côté le plus hardcore que je trouverais plus intéressant. Donc, mes constats, en fait, pour ma thèse, je vais terminer avec ça. Ce que je me suis rendu compte, puis ça, c'est une grosse partie de ma discussion, c'est que j'ai dit qu'il y avait une société civile qui était déjà organisée, il y avait de l'écotourisme. Il y avait des acteurs d'écotourisme qui étaient là, qui voulaient préserver l'industrie écotouristique. Souvent, les compagnies de croisière, surtout dans la Caraïbe, ils vont aller s'installer à des endroits où il n'y a presque pas de tourisme, ou du tourisme de masse, du tourisme balnéaire. Il arrive à des endroits où il y a déjà ce type de tourisme-là. Donc, ils n'ont pas de difficulté à entrer en relation avec le territoire. Mais quand ils sont arrivés au sud de Belize, ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est qu'il y avait du monde là, qui faisait de l'écotourisme. Même si ce n'est pas parfait, l'écotourisme, on pourra en discuter. Ça reste qu'on est dans des échelles, on a des rapports de pouvoir, des rapports de force qui sont complètement différents du tourisme de masse. Et l'autre chose aussi qui est intéressant, c'est quelques années auparavant, le gouvernement bélisien avait essayé de développer l'exploration pétrolière au large. On sait qu'au Belize, c'est la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Elle est beaucoup plus petite que celle d'Australie, mais elle est quand même importante. Et là, quand on parle d'écotourisme, on parle d'écotourisme à l'intérieur des terres, mais on parle aussi d'écotourisme en mer. Hein. C'est magnifique le Belize. Hein. Tu peux faire de la pêche sportive, de la plongée. Fait que tous ces acteurs-là, plus les Autochtones, tout le monde s'y met ensemble pour repousser les projets d'extraction pétrolière. Puis ça a fonctionné. Ce monde-là, là, quand le Norwegian Cruise Line est arrivé, il était là, il était prêt, ça venait de se produire. Il y avait l'expérience, il était organisé, les réseaux étaient là. Donc, c'est face à ça que la compagnie a eu à se battre de son côté. Ma perspective, c'est que s'il y a déjà quelque chose qui existe, si on arrive dans des endroits déjà organisés, où il y a déjà du tourisme déjà là, d'écotourisme ou d'autres formes de tourisme alternatifs, ça va être plus facile pour les communautés à visiter. L'autre chose aussi, puis je l'ai nommé tantôt, maintenant, puis ça je l'ai dit aux destinations, puis je l'ai dit aux gens des futures destinations également, le produit
touristes de croisière, les compagnies de croisière, ils en construisent des bateaux. Ils construisent des bateaux, Puis on peut aller sur Internet, puis on connaît tous les bateaux qui vont sortir dans les 5-6 prochaines années, parce que c'est plusieurs années pour construire un bateau, fait que les commandes sont là. On sait qu'en 2024, en 2025, il va y avoir tant de bateaux, tant de nouveaux bateaux, on connaît tout. Ils ont besoin de destination. Pourquoi ils construisent beaucoup de bateaux? Parce qu'il y a des repeaters, okay? Des gens qui font beaucoup de croisières. Ils vont aux mêmes places, mais les autres qui se les font triper, c'est le nouveau bateau. Ils essayent des bateaux. Okay? Mais ça leur prend quand même des nouvelles destinations. Il y a des zones qui sont vierges de touristes de croisière, puis là, il y a beaucoup de compagnies de croisière, puis là, les compagnies de croisière commencent à se faire compétition entre eux. C'est ce qui s'est produit au Belize, dans le sud du Belize. Parce que le sud du Belize, dans l'espace caribéen, c'est intéressant, c'est pas juste de la plage puis des palmiers. C'est de la jungle, c'est des singes, c'est des sites archéologiques. C'est sauvage, le Belize. Donc, ça, c'est un produit d'appel hyper important pour les compagnies de croisière. Donc, les gens ont compris aussi, puis il faut que les gens comprennent aussi, puis c'est vrai en Caraïbes, c'est vrai au Québec, c'est vrai ailleurs, c'est que les compagnies de croisière ont plus besoin de la destination que la destination a besoin de l'autre. C'est pas payant pour une destination de développer du tourisme de croisière, si c'est fait dans le modèle ancien. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis ça aussi, c'est unique. Norwegian Cruise Line a payé 150 millions pour construire l'île. Moi, j'ai fait des entrevues avec des gens du gouvernement, puis des anciens du gouvernement qui avaient la langue plus déliée. Puis ils m'ont dit, ils se sont fait avoir. Parce que la compagnie de croisière, c'est quoi la force des compagnies de croisière par rapport à du tourisme de terrestre? C'est surtout la mobilité et l'extraterritorialité. Donc, mobilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bateau de croisière, avant, il disait, ça m'intéresse d'aller chez vous, là. Construisez-moi un port. Puis là, les gouvernements construisaient des ports. On l'a fait au Québec, là. À Sept-Îles, à Saguenay, même à Montréal. On dépense plein d'argent pour combien de touristes? Pour 50 000, 70 000 touristes par année. À Gaspé, il y a 26 000, 30 000 touristes qui débarquent là. Là, il y en a des centaines, des dizaines de milliers là, par été. Là. On construit des infrastructures super importantes pour un petit groupe de touristes particuliers. Donc, à l'époque, c'était comme ça. Puis il y a encore des destinations qui se lancent là-dedans, surtout en Asie, là, à construire pour la compagnie de croisière. Mais la compagnie de croisière, elle, si tu leur dis, ben non, ça ne nous intéresse pas. Si ça vous intéresse de venir chez nous, ben investissez. C'est ce qui s'est produit avec le Belize. Parce qu'il y avait plusieurs compagnies qui avaient l'œil sur le sud Belize. Le gouvernement a fait une entente finalement avec Norwegian. Puis il y a une entente d'exclusivité territoriale aussi. Les autres compagnies ne peuvent pas aller dans le secteur, à moins que Norwegian accepte que les autres compagnies viennent. Par exemple, à leur quai. Ça ne se produit pas en ce moment. Donc, si tu élimines l'idée de mobilité, parce que pourquoi? Parce que les compagnies de croisière, ils négocient. Ils négocient les prix, les taxes par touriste. Si les conditions d'opération ne sont pas satisfaisantes pour eux autres, s'ils n'ont pas investi dans le port, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste aller ailleurs. Surtout dans le Caraïbe. Ça se ressemble tout. Les touristes, eux autres, là, qui débarquent là ou là ou là, ça ne change rien. Il y a de la bière, il y a du sable. Tout est beau. Puis ça, les compagnies, ils savent. Dans les années 90, Sainte-Lucie a décidé d'essayer de s'organiser avec d'autres destinations pour dire, regarde, on va se mettre ensemble pour négocier. C'est difficile dans les Caraïbes. Pourquoi? Parce que la Caraïbe est fragmentée au niveau culturel, mais au niveau politique. Tu as des pays, hein? Tu as des colonies françaises, Guadeloupe, Martinique. Tu as des pays indépendants comme la Jamaïque, tu as des petits anciens pays du Commonwealth, tu as des pays latinos, tu as Trinidad Tobago. C'est complètement bigarré. Mais comment tu fais pour organiser ces gens-là ensemble? C'est ça la faiblesse de la Caraïbe de façon générale au niveau géopolitique. Combien de croiseurs le savent, ça? Sainte-Lucie a essayé, ça n'a pas marché, la coalition s'est effondrée. Les compagnies de croisière ont su qui avait commencé à faire, qui avait eu l'idée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont boycotté Sainte-Lucie pendant quelques années pour les punir comme des enfants. Et c'est ça. Fait qu'à cette heure, les gens, les gouvernements, non, tu sais, on va comme se mettre à dos, tout ça. Mais dans le cas de, quand c'est les compagnies qui investissent, mais là, il y a un rapport de force qui s'inverse. Là, ça devient des destinations qui peuvent... Puis pas au point de... Parce que si tu contrôles le territoire, si tu contrôles les flux, tu contrôles les déplacements,
il y a peut-être moyen d'aller chercher quelques revenus. Les gens ne sont pas contre ça, mais c'est l'idée de dire on va contrôler le truc. Le temps 3, que moi j'ai décidé, mais si je l'ai vu à la fin, c'est le tourisme immobilier. Quand on débarque sur Harvest Key ici, là, ça je l'ai su à la fin en faisant des entrevues avec les gens de l'immobilier à Placentia. Ils m'ont dit, moi je ne savais pas, après plusieurs mois de le savoir, parce que c'est caché quand même. Sur l'île, il y a des real estate, là, des agents immobiliers qui vont sur l'île, puis ils font de la publicité aux touristes de croisière pour acheter des terres dans le secteur. Là, vous allez me dire, voyons, qui va investir 100 000 $ en gogoune avec une bière dans les mains, tu sais? La stratégie, c'est de dire, écoutez, monsieur, madame, ce qu'on vous offre, regardez les photos, là, et puis il y a toutes sortes d'affaires, tout le monde regarde ça, ouais, ok, ouais, ça va être intéressant. Ce qu'on vous offre, c'est que vous pouvez revenir ici, faire un voyage. Vous allez être dans un hôtel à telle place, piscine, tout ça. Puis le jour, au lieu de faire d'aller visiter une ruine Maya ou des trucs comme ça, on va faire du magasinage. On va aller se promener, on va vous montrer les terrains, on va vous montrer les maisons, tout ça. Fait que les gens ils font comme, OK, ça va me coûter 1500 $, 3000 $ US, moi puis ma femme. On va quand même faire des vacances, on va être à la plage, on va aller à la piscine le soir, on va être dans le sud. Le jour, on va visiter les affaires. Puis 3000 $, quand tu vas investir 100 000 $, ça va, tu sais, tu es prêt à le mettre, là, puis c'est des vacances de toute façon. Puis au moins, tu vois dans quoi tu t'embarques, tu rencontres des gens, et ça. Fait que là, la mairesse de Placentia, à la fin, elle m'a dit, Luc, elle dit, touriste de croisière, là, je pense qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. On a réussi à verrouiller le territoire un peu pour contrôler notre territoire. Mais il dit, le vrai problème, Luc, là, c'est ça. On est en train de se faire vendre tout notre territoire, puis c'est tous des étrangers qui arrivent. Puis des Bélidiens, là, penses-tu qu'ils sont capables d'acheter des terres autour? C'est fini, là. Sur la péninsule, là, c'est terminé. Les jeunes, quand ils quittent la maison, ils vont pas vivre ils restent pas à Placentia, là. Ils vont l'autre côté de la lagune, à Mango Creek. Parce que les loyers ici, c'est tous des étrangers. Toutes les maisons, ils restent le long de la plage ici, des locaux. Il y a un petit quartier de locaux ici. Mais tout ça, là, c'est tous des étrangers, là. Sauf à Sainte-Bête, qui est ici, qui est un village Garifuna, qui, eux, n'ont pas voulu déménager. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de place où aller. Les créoles, ici, les autres, ils ont des familles créoles un peu partout. Mais à Garifuna, ici, les autres, ils n'ont pas d'autre place à aller. Les autres, ils n'ont pas vendu aux étrangers. Si vous allez sur la péninsule, vous allez à Sainte-Bête, vous allez retrouver un village qui ressemble au même village qu'il y a 25-30 ans. Mais Placentia, c'est fini. Puis regardez, là, on fait du remplissage ici. C'est une vieille photo, ça. Cette photo-là, elle date de, je pense, 2004-2005. Tout ça, aujourd'hui, c'est toutes des maisons c'est tous des Américains. Des Canadiens aussi, mais beaucoup des Américains. Ils vont combien de temps? Comment? Ils vont combien de temps? Ben, c'est des retraités. Tu sais, des retraités, 55 ans, 60 ans, ils achètent là. Puis eux autres, c'est des gens modestes, c'est des gens qui ont un revenu modeste. Hein? C'est des gens qui ne pourraient pas se faire cette retraite-là ailleurs. Ailleurs au Canada ou surtout aux États-Unis. Fait qu'ils s'en vont là. C'est chaud, c'est beau, la bouffe est bonne, on parle anglais, c'est tout anglophone. Et puis on s'installe ici. Puis moi, j'ai déjà dit que c'est mon âge, j'allais écouter le Super Bowl dans un bar avec le monde. Le soir, c'est juste des Américains, tu bois de la bière, puis la télé, c'est la télé américaine. Tu as vraiment l'impression d'être un peu comme à certains endroits à Cancun, mais tu es à Fort Lauderdale. Puis ils ont tous développé une série de canaux. Là. Ceux qui connaissent Fort Lauderdale, il y a des canaux. Là, il y avait ça, la Venise américaine. Là. Mais c'est un peu ça. Donc, les gens ont leur petit bateau, ils se promènent là-dedans, puis là, ils vont pêcher, ils vont se promener, ils vont dans la lagune, ils font leurs petites affaires. Puis c'est pas du monde qui sont là pour dire ah, nous, notre objectif, c'est de chasser. Ils ont des chums créoles, ils sont là depuis longtemps. Puis même eux autres aussi, ils étaient contre le tourisme de croisière, pour d'autres raisons. D'autres, ils n'en voulaient pas du tout. Leurs amis créoles, ils disaient ouais, mais disons, on peut se faire un peu de cash. Puis là, ils disaient non, ouais, mais là, notre tranquillité. Puis là, il y avait des conflits aussi, parce que les créoles, les autres, ils se disaient vous avez déjà pris notre territoire. Les autres, on voudrait avoir un petit peu d'argent avec une couple de touristes de croisière, mais vous autres, vous êtes contre ça. C'est compliqué, hein? Il n'y a pas juste du monde qui était contre ça. Il y en a qui sont contre, mais il y en a qui sont pas. Puis, donc, c'est un peu ça la situation.
Là, ben, c'est ça, je vous dis, le bateau, il arrive ici. Maintenant, là, les ferries, ils débarquent ici. Là, ils peuvent marcher, là, ici, puis se promener un petit peu en ville. Puis en plus, ça fait l'affaire des gens de la place parce que ils arrivent l'après-midi, nous autres, vers 10 h, ils restent là jusqu'à 2 h. C'est la période la plus chaude de la journée. Puis cette période-là, les touristes qui dorment là ou qui sont là, ils ne sortent pas. Hein. Ils vont à la plage, ils ne vont pas dans les restos. C'est le soir qu'ils vont dans les restos. Fait qu'habituellement, les restos sont vides l'après-midi. Mais là, ils ont du monde. Il y a des 300 touristes qui peuvent débarquer. Fait que le monde, ils trouvent leur compte un peu là-dedans. Ces gens-là qui achètent, là, ça avait commencé avant le tourisme de croisière. Ouais. Oui, parce que ça ne peut pas avoir plus Non. Mais là, la question, puis c'est ce que je voudrais vérifier dans une suite, c'est de voir que ça va être quoi l'impact du tourisme de croisière sur l'immobilier. Puis dans les entrevues que j'ai faites, il y en avait, les gens m'avaient déjà dit, les agents d'immobilier me disaient, on voit déjà, quand ils ont annoncé là, au temps zéro là, la signature du Memorandum of Understanding, là, les prix ont commencé à monter. Là, ça prendrait une étude plus exhaustive pour savoir est-ce qu'il y a vraiment une corrélation. Mais au pif, les gens du milieu, ils me disaient, c'est assez précis pour au moins dire, hey, je pourrais m'intéresser à cette question-là puis essayer de voir est-ce qu'il y a vraiment, parce qu'il y a sûrement d'autres facteurs. Mais le tourisme immobilier, ça existe ailleurs dans les Caraïbes, ça n'existait pas là. C'est peu documenté aussi. J'ai essayé de chercher là, des études sur le tourisme immobilier. Il n'y a absolument rien. Là. Donc, ça peut être intéressant. Là, et qu'ils vont juste là quand c'est l'hiver ici ou ils habitent là l'année? Il y en a qui habitent là l'année parce que pendant un certain temps, c'était assez facile d'avoir ta nationalité bélizienne. Ça coûtait de l'argent. Il fallait que tu passes beaucoup de temps là-bas, mais c'était possible. Ils ont commencé à limiter ça. Mais beaucoup qui ont leur passeport du Belize maintenant, c'est des Américains. Fait qu'ils vivent là, ils prennent leur retraite là, ils reçoivent. Puis ils vont, mettons, aux États une fois de temps en temps. Et là, il y a un petit aéroport. Il y a un petit aéroport, il est dans ce coin ici, à peu près. Là. Il y a un petit aéroport qui existe, qui fait des vols de Belize City. Mais il y a eu un projet d'aéroport international au bout de la péninsule ici, qui ne s'est pas concrétisé encore. Mais l'aéroport est construit, en fait, le tarmac qui est là et tout ça, mais ça n'a pas levé. Mais là, on commence à construire des villes, des gated communities. Ça, je les ai vus parce que qu'est-ce qu'ils te vendent aussi? Ils te vendent des terrains comme on voit sur l'image ici. Là. Mais quand j'ai rentré là-dedans, j'ai jasé avec le gars, et il m'a offert des lots dans des gated communities qui sont pas loin de la péninsule. Donc, à un moment donné, l'aéroport va valoir la peine d'être construit. Puis quand l'aéroport va être construit, ben, on va se retrouver dans un autre paradigme socio-économique, culturel, complètement. Voilà. Ben, en tout cas, il y aura encore beaucoup, on peut poser des questions, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais en gros, c'est à peu près ça. Donc, merci de votre attention.